Bonjour à tous. Je vous présente en vidéo un atelier que je vais animer demain autour du Computer Science Unplugged dans le cadre de l'obtention de mon CAFIPEMF. Donc le principe de l'atelier, il est multiple. Je vais avoir un questionnaire qui va me permettre de valider ou d'invalider mon hypothèse, qui est le fait d'avoir une adéquation entre le rapport au numérique des enseignants et la façon qu'ils ont de l'enseigner en classe. Je vais rappeler lors de cet atelier les instructions officielles autour de l'apprentissage du code en classe et on va voir que je vais y mettre un petit bémol parce que des chercheurs ont essayé d'apporter euh, une façon d'enseigner le code et des dispositifs concrets, donc déjà dans la manière de mener l'atelier, et à un deuxième niveau avec des choses qui sont transposables directement avec les enfants, mais pas tout le temps. Donc je vais le préciser au fur et à mesure de l'atelier. Déjà dans les programmes, qu'est-ce qu'il est dit du code? Donc les enfants dans les classes sont censés connaître ce que sont les langages informatiques, sont censés pouvoir programmer des outils numériques et connaître comment le traitement des données est fait, connaître les principes de base de l'algorithmique, la conception de programmes informatiques. Voilà. Donc on peut créer des applications simples avec ce code-là. On sait qu'il y a des limites dans les façons qui sont proposées dans les programmes, qui évoquent notamment Scratch, Scratch Junior ou des robots. On voit qu'il y a des liens entre les disciplines, notamment la géométrie, l'espace, avec le fait d'utiliser des robots et des déplacements, de coder des déplacements de robots, parce que 3 chercheurs britanniques ont en réalité trouvé que ces outils-là, comme Scratch et Scratch Junior, ont tendance à enseigner aux élèves d'utiliser les outils comme Scratch et Scratch Junior, et qu'en réalité le concept voulu derrière, à savoir la compréhension du codage et de l'algorithme, sont assez peu abordés, assez peu retenus par les élèves. Donc ça pose quand même un problème, étant donné qu'on est quand même censé non pas leur apprendre à utiliser des outils, mais à comprendre comment utiliser ce qu'est le numérique, notamment de l'utiliser de manière réflexive. Donc ça pose un problème. Donc, dans cet atelier, l'idée, c'est de vous proposer certaines activités que l'on utilise avec un système débranché, c'est-à-dire qui n'ait rien à voir avec un outil numérique, que ce soit une tablette, un ordinateur, simplement du papier et des stylos, et essayer de nous faire comprendre, à nous adultes, mais également aux élèves en classe, un certain nombre de concepts mathématiques appliqués au numérique et donc à la science informatique. Pour ça, j'ai besoin de vous faire répondre à un questionnaire. Donc là, ça fait partie des choses qui sont utilisables directement en classe, à savoir l'utilisation d'un QR code pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Donc là, comme c'est une vidéo que je mets sur les réseaux sociaux pour comprendre ces choses-là, on ne va pas y répondre tout de suite. Et on rentre donc dans le vif du sujet. Lors de l'atelier, on fera une petite analyse en direct des réponses qui sont apportées au questionnaire. L'idée, c'est que chaque enseignant utilise soit des tablettes que j'aurai apportées avec moi ou bien directement leur smartphone pour pouvoir répondre en direct. On va utiliser aujourd'hui la cryptographie et essayer de comprendre ce qu'est la cryptographie. Cryptographie, c'est lorsqu'on veut envoyer un message en le codant. Ça vient de l'Antiquité, mais on va voir qu'à l'heure actuelle, ça s'applique à nos transactions de tous les jours avec nos ordinateurs, que ce soit par exemple pour voter en ligne, pour pouvoir payer en ligne, pour pouvoir avoir des messages qui soient envoyés d'un ordinateur vers un autre, sans que, une fois intercepté, il puisse être décrypté par quelqu'un qui voudrait le faire. Donc l'idée dans la cryptographie, c'est de voir que ça vient de très loin, avec un système relativement simple qu'on appelle le code de César, parce que ce serait lui qui l'aurait utilisé en premier. Lorsque César voulait donner des ordres à ses troupes et ne pas prévenir ses ennemis, qui s'ils attrapaient son message n'auraient pas pu le déchiffrer, il utilisait ce qu'on appelle le décalage alphabétique, c'est-à-dire je veux écrire B et je décale jusqu'à E et ainsi de suite. Lorsque je vais écrire C, je vais écrire F et
je vais avoir du coup un message qui est incompréhensible par celui qui va le lire. Alors on voit que c'est assez simple, hein, cette façon de coder, on en voit les limites, hein, il n'y a que 26 permutations possibles, et donc une fois que je les essaye, au bout d'un moment, je vais pouvoir comprendre, donc ça va ralentir le fait que l'ennemi sache lire une fois qu'il a compris le principe, mais ça ne va pas l'empêcher de lire le message. Donc j'allais dire assez rapidement, en réalité pas du tout. Un Wigner, c'est au XVIe siècle, il a mis au point un système de codage de messages qui est basé sur ce décalage alphabétique, mais qui rajoute un degré de complexité, étant donné qu'on va utiliser le principe du codex, c'est-à-dire on va utiliser une phrase de code ou un mot de code, imaginons bonjour, et que grâce à bonjour, je vais coder mon message d'origine, mais à chaque fois, je code chaque lettre par la lettre du mot bonjour. Par exemple, la première lettre de mon message va être codée grâce à la ligne du B, étant donné que c'est bonjour. Donc si je veux écrire un message, j'utilise la lettre qui correspond dans cette ligne. La deuxième lettre de mon message sera codée avec la ligne du O. La troisième lettre de mon message sera codée avec la ligne du N, puis du J, puis du O, puis du U, puis du R. On voit que si j'ai une phrase de codex très longue ou bien de la longueur de mon message, je vais avoir un code qui est très difficilement cassable. On a quand même un problème, c'est qu'il faut que l'interlocuteur et celui qui va envoyer le message se mettent d'accord au préalable sur la phrase de code qui va être utilisée. Et donc, encore une fois, on peut perdre ce système-là, étant donné que si quelqu'un intercepte mon livre qui dit quelle va être ma phrase de code, eh bien, même si ça a rajouté une complexité, mon message va être complètement lisible par quelqu'un qui l'intercepte. Alors, on a automatisé ce système-là. Les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont utilisé une machine qui s'appelait Enigma, et ils ont complexifié encore la tâche. On voit ces rotors à l'intérieur d'Enigma, ici, qui en réalité sont simplement les mêmes algorithmes qui permettent de changer une lettre en une autre, puis cette autre lettre en une autre, et ainsi de suite, en passant à chaque fois dans un rotor différent. On a derrière, là on ne les voit pas, mais un système encore de permutation entre les lettres, et lorsque je clique sur cette sorte de machine à écrire sur le A, va s'éclairer la lettre qui est ma lettre codée. D'accord ? Lorsque le messager reçoit mon message, il utilise l'Enigma à l'envers en tapant la lettre et ça me donne mon résultat déchiffré. Alors on voit que ça rajoute de la complexité. Déjà ces rotors, ils étaient mobiles, c'est-à-dire qu'ils changeaient tous les jours, ils pouvaient changer d'ordre, et il y en avait, si je ne dis pas de bêtises, 7. Ce qui veut dire qu'il n'y en avait que 4 qui étaient utilisés sur 7. Alors avec les permutations, on voit que ça rajoute un degré de complexité absolument phénoménal. Et il y a un scientifique anglais, britannique, qui faisait partie des Alliés, qui a été engagé pour essayer de trouver un moyen de déchiffrer cette machine Enigma que l'on avait retrouvée dans les ruines d'un sous-marin qui avait été coulé. Et donc, il a mis au point ce qu'on voit ici à gauche, c'est le surnom de la machine, c'est la bombe. Et donc cette machine, en réalité, utilisait ce qu'on appelle la force brute en informatique, c'est-à-dire qu'elle allait utiliser, grâce à ses rotors, toutes les combinaisons possibles pour essayer de voir si le message du matin allait être intercepté et était déchiffrable. Alors pour ça, il avait quand même des failles à l'intérieur de la communication des Allemands, qui était le fait qu'ils terminaient leur message par Heil Hitler, et donc ça voulait dire que on mettait à la fin des messages ces rotors-là, et lorsque Heil Hitler sortait, ça voulait dire que les rotors, toutes les combinaisons de rotors, parmi toutes les combinaisons de rotors, celle qui sortait Heil Hitler était celle qui permettait de déchiffrer les messages du jour, étant donné que ça changeait toutes les 24 heures. Donc on voit ici les prémices, en fait, de l'informatique, à savoir que c'était une machine automatisée qui traitait des données
à des fins de communication. Donc, c'est le moment pour vous de jouer à ce déchiffrage. Donc on voit qu'il y a une petite aide qui est le A-VOCA, c'est-à-dire que j'ai codé en utilisant la permutation de A va vers le K. Donc vous, pour déchiffrer, vous allez devoir avoir le K qui revient vers le A. Lors de l'atelier, je vais distribuer un certain nombre de roues de permutation qui permettront d'être appliquées directement comme ça en classe. Tout ça, à l'heure actuelle, comme je l'ai dit, ça s'applique encore dans les transactions entre serveurs, entre ordinateurs. Ça n'utilise plus des rotors, ça utilise des propriétés mathématiques des nombres premiers, notamment la factorisation des nombres premiers, des grands nombres qui peuvent être factorisés seulement avec des nombres premiers, d'où la recherche mathématique qui va très loin sur les nombres premiers. Et à ce moment-là de mon atelier, je vais proposer aux personnes qui participeront de faire l'atelier du CS Unplugged autour du codage asymétrique, dont je vais vous montrer une partie de la vidéo. Alors, sur cette vidéo, on peut voir que les élèves se font passer un message qui a été codé et en tout cas protégé avec une clé et un cadenas. On le fait passer d'une main à l'autre et celui qui l'intercepte peut l'ouvrir parce qu'il a trouvé la clé. Et ensuite, ils se le refont passer. Et dans cet atelier, vous pouvez aller voir sur la vidéo où j'évoque déjà cet atelier, pour essayer de faire comprendre aux élèves qu'on peut très bien rendre le message indéchiffrable. On va se baser sur le fait qu'on va avoir deux cadenas, un pour l'aller, le retour à deux cadenas, puis ensuite ça repart avec le premier cadenas qui a été ouvert. Donc là on voit que c'est plutôt des élèves de l'âge du collège ou du lycée qui sont concernés, mais je pense que c'est bien adapté à des enseignants. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la présentation de mon atelier. Donc en classe, lors de notre deuxième atelier, j'évoquerai d'autres ateliers à mettre en place concrètement avec les élèves et je les inviterai à ce moment-là à évaluer mon atelier. Merci, on se retrouve à la prochaine vidéo.